Chaque heure, plus de 5000 tonnes de briques réfractaires sont cuites dans le monde. Mais rares sont ceux qui savent qu'à l'intérieur de ces briques se cache un matériau capable de résister à une température de plus de 1600 degrés, comme le cœur d'un volcan. Ce n'est pas un simple matériau de construction, c'est une armure qui protège les hauts fourneaux, les poches de coulées d'acier et même le foyer de votre cheminée. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la production la plus brûlante de la planète. Et à la fin, vous découvrirez un secret que même les ingénieurs taisent. À la base de tout, il n'y a pas l'argile rouge ordinaire utilisée pour les briques de construction, mais une variété spéciale, l'argile réfractaire, ou kaolinique. Son caractère unique réside dans sa composition chimique, dominée par deux oxydes, l'oxyde d'aluminium et le dioxyde de silicium. C'est leur teneur élevée et leur juste proportion qui confèrent à la matière première sa principale propriété, une température de fusion extraordinairement haute. Pour donner au produit final stabilité et prévisibilité, les fabricants ont recours à une astuce technologique. Une partie de l'argile extraite n'est pas immédiatement envoyée en production, mais est d'abord cuite dans des fours à une température allant jusqu'à 1500 degrés. Au cours de ce processus, l'argile perd sa plasticité, se frite et se transforme en un matériau très solide, dur comme la pierre, que l'on appelle la chamotte. Cette chamotte est ensuite broyée et utilisée comme composant principal, auquel on ajoute une certaine quantité d'argile fraîche et plastique qui servira de liant. Cette approche résout un problème clé. Elle réduit considérablement le retrait des pièces lors du séchage et de la cuisson finale, prévenant ainsi les déformations et les fissures. Le processus commence donc par la préparation des composants. L'argile extraite et d'autres roches, ainsi que la chamotte préalablement préparée, arrivent sur la ligne de broyage. Les mâchoires géantes des concasseurs brisent les gros morceaux, puis les broyeurs à cylindres et à boulets les pulvérisent inexorablement, jusqu'à obtenir une fine poudre à la granulométrie précisément définie. Le contrôle de la taille des grains est extrêmement important, car la future densité, et par conséquent la solidité et la conductivité thermique de la brique, dépendent de la manière dont les particules de différentes tailles pourront se compacter. Après le broyage, des systèmes de dosage automatisés pèsent chaque composant, poudre de chamotte, poudre d'argile, eau et autres additifs éventuels, avec une précision d'ordinateur, selon la recette du type de réfractaire visé. Tout ce mélange est envoyé dans de puissants malaxeurs, où il est intensément brassé, jusqu'à former une masse parfaitement homogène, connue sous le nom de composition. Ensuite, cette masse informe doit prendre forme. La méthode la plus courante est le pressage semi-sec. La composition, contenant une quantité minimale d'humidité, est chargée dans des moules métalliques de haute résistance. Puis, une presse applique une force énorme, mesurée en centaines de tonnes, comprimant la masse dans la matrice en acier. Grâce à cette pression colossale, les particules se rapprochent au maximum, chassant l'air, et à la sortie, nous obtenons un bloc dense et lisse à la géométrie parfaite, la brique crue. Bien qu'elle ait déjà sa forme, elle est encore très fragile et sensible à l'humidité. L'étape suivante ne demande pas de la force, mais de la patience et de la précision. La brique crue est délicatement disposée sur des wagonnets et envoyée dans de longs séchoirs tunnels. C'est une phase lente et délicate, qui peut durer d'1 à plusieurs jours. À l'intérieur du séchoir, un microclimat est minutieusement contrôlé. La température augmente progressivement, tandis que l'humidité diminue. Il est crucial que l'humidité s'échappe de la brique de manière parfaitement uniforme sur toute son épaisseur.
Toute précipitation ou violation du régime entraînerait un séchage plus rapide des couches externes que des couches internes, ce qui créerait des tensions internes critiques et ferait tout simplement éclater la brique de l'intérieur. Quand toute l'eau physiquement liée est éliminée, vient le point culminant de tout le cycle de production, la cuisson. La brique entre dans le tunnel de feu du four, où une véritable renaissance l'attend. En se déplaçant lentement à travers les différentes zones du four, elle est progressivement chauffée jusqu'à des températures de pointe qui, pour la brique de chamotte, atteignent 1400 degrés et pour les variétés à haute teneur en alumine peuvent dépasser 1750 degrés. Ce n'est pas un simple séchage, c'est une métamorphose profonde. À de telles températures, des réactions chimiques complexes se déclenchent. Les particules de minéraux s'amollissent en surface et se fritent entre elles, formant une structure céramique solide et dense. Dans le système alumine-silice, se forment de nouveaux composés cristallins, notamment des cristaux aciculaires de mullite qui, tels des armatures, parcourent toute la structure de la brique, lui conférant une solidité et une résistance thermique exceptionnelles. Après avoir passé le pic de chaleur, la brique traverse tout aussi lentement la zone de refroidissement. Cette étape n'est pas moins importante, car un refroidissement rapide provoquerait un choc thermique et détruirait le produit qui vient d'acquérir sa résistance. À la sortie du four, apparaît un produit entièrement nouveau, un bloc dur, sonore, légèrement rugueux au toucher, qui ne craint pas le feu. Ensuite, ce n'est que du contrôle. Chaque pièce subit une inspection rigoureuse de ses dimensions géométriques et de l'absence de défauts, après quoi elle est marquée, emballée et envoyée accomplir sa mission principale, contenir les flammes. Pour prendre conscience de la véritable importance de la brique réfractaire, il faut se pencher sur le langage des chiffres. Le marché mondial des matériaux réfractaires est une industrie évaluée à plus de 30 milliards d'euros par an, et plus de 70% de toute cette masse colossale de produits est consommée par un seul secteur, la sidérurgie. Le revêtement protecteur intérieur d'un seul grand haut fourneau peut nécessiter de 2 à 4 000 tonnes de réfractaire. Et une seule poche de coulée d'acier, dans laquelle on transporte des centaines de tonnes de métal liquide, consomme plusieurs jeux de garnissage par an. Une brique de chamotte standard, la plus courante, pèse environ 3,5 kg et peut résister à une température allant jusqu'à 1690 degrés Celsius. À l'échelle industrielle, cela signifie que des millions de tonnes de ces briques montent la garde chaque année, contenant une énergie thermique équivalente à celle de milliers de volcans. Le champ d'application de la brique réfractaire est aussi vaste que les processus à haute température qui sont à la base de notre civilisation. Son principal consommateur est, sans conteste, la sidérurgie. Ici, elle est absolument indispensable. On garnit de briques réfractaires l'intérieur des hauts fourneaux où la fonte naît du minerai. On en revêt les convertisseurs à oxygène et les fours à arc électrique où la fonte est transformée en acier. Les énormes poches de coulée qui transportent le métal en fusion sont également protégées de l'intérieur par une armure de réfractaire. Et pour chaque zone de l'équipement, on choisit un type de brique spécifique, capable de résister non seulement à la température, mais aussi à l'agression chimique du bain de fusion et des scories. Le deuxième consommateur en importance est l'industrie du ciment. Les longs fours rotatifs de plusieurs centaines de mètres, dans lesquels on cuit le clinker de ciment à 1450 degrés, sont entièrement garnis à l'intérieur de types spéciaux de briques réfractaires. Sans cette protection, la carcasse en acier du four brûlerait en quelques minutes.
L'industrie du verre ne peut pas non plus exister sans les réfractaires. Les immenses fours à bain, où la masse de verre est fondue à environ 1600 degrés, sont construits avec des types de briques particuliers, très résistants, capables de supporter pendant des années non seulement la chaleur, mais aussi l'attaque chimique agressive du verre en fusion. Outre ces géants, on utilise la brique réfractaire dans la production d'énergie thermique, pour le garnissage des chaudières et des foyers, dans l'industrie chimique et pétrochimique pour le revêtement des réacteurs et des incinérateurs de déchets. Et bien sûr, à une échelle beaucoup plus modeste, nous la retrouvons dans notre quotidien. C'est avec de la brique de chamotte que l'on construit les cheminées, les poêles et les conduits de fumée, car elle garantit la sécurité et la longévité, en contenant fidèlement la chaleur au cœur de notre foyer. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 60 millions de tonnes d'aluminium. C'est le métal sans lequel on n'aurait ni avion, ni smartphone, ni même de fusée spatiale. Mais est-ce que tu savais que pour obtenir une seule tonne d'aluminium, il faut dépenser plus d'électricité que ce que consomme une maison en une année entière? Des fours incandescents aux bains électriques remplis de métal liquide. La production d'aluminium, franchement, ça ressemble plus à de la science-fiction qu'à de l'industrie classique. Prêt à plonger dans ce monde d'énergie, de puissance et de précision? Alors, allons-y. La production d'aluminium, ça commence par l'extraction de la bauxite, qui est le minerai d'aluminium le plus courant dans la nature. La bauxite, en général, c'est un mélange d'hydroxyde d'aluminium, avec des oxydes de fer, de la silice et d'autres impuretés. Pour en extraire l'aluminium, il faut d'abord transformer la bauxite en alumine. Et pour ça, on utilise le procédé Bayer. Le procédé Bayer, ça démarre en broyant la bauxite très finement. Ensuite, ce minerai broyé est mélangé à une solution chaude d'hydroxyde de sodium. On appelle ça la soude caustique, à une température d'environ 200 degrés. Dans ces conditions, les oxydes d'aluminium de la bauxite se dissolvent, formant de l'aluminate de sodium, tandis que les impuretés qu'on ne veut pas, elles, restent sous forme de résidus solides insolubles. C'est la fameuse boue rouge. Après ça, on refroidit la solution obtenue, et l'hydroxyde d'aluminium commence à cristalliser. Ces cristaux, on les filtre et on les lave bien. Ensuite, on les chauffe à très haute température, autour de 1000 degrés, dans des fours spéciaux pour éliminer toute l'eau. Ce qui reste à la fin, c'est de l'alumine pur, une poudre blanche qui est la matière première essentielle pour l'étape suivante, l'électrolyse, qui va nous donner l'aluminium métal. L'électrolyse, c'est le processus clé dans la production d'aluminium, celui qui transforme l'alumine en aluminium métallique. Ça se passe dans des cuves d'électrolyse spéciales, remplies de cryolite fondu. La cryolite, elle sert de solvant pour l'alumine. Elle permet surtout d'abaisser la température de fusion de l'alumine de plus de 2000 degrés à environ 950 degrés, ce qui rend le processus beaucoup moins gourmand en énergie. C'est déjà ça. On ajoute donc l'alumine à la cryolite fondue dans la cuve, où elle se dissout. Puis, on fait passer un courant électrique super puissant à travers ce bain fondu. L'électrolyse va alors casser les molécules en leurs composants, l'aluminium et l'oxygène. Les atomes d'aluminium, qui sont chargés positivement, sont attirés par la cathode. C'est l'électrode négative, située au fond de la cuve. Là, ils se déposent sous forme de métal liquide pur. Pendant ce temps, les atomes d'oxygène sont attirés par l'anode, l'électrode positive faite en carbone. Sur l'anode, l'oxygène réagit avec le carbone, formant du dioxyde de carbone, CO2.
qui s'échappe dans l'atmosphère. Cette étape, elle consomme une quantité phénoménale d'électricité. Pour produire une seule tonne d'aluminium, il faut en général environ 15 MWh. C'est pour ça que l'électrolyse est l'un des processus industriels les plus énergivores au monde. L'aluminium liquide, obtenu à la cathode, est ensuite collecté et transporté pour être coulé ou traité. C'est grâce à ce processus qu'on obtient ce métal de haute qualité utilisé dans l'automobile, l'aviation, la construction et plein d'autres domaines. L'aluminium qui sort de l'électrolyse contient encore quelques impuretés, comme du fer, du silicium et d'autres éléments qui pourraient affecter ses propriétés et limiter son utilisation. Pour éviter ça, l'aluminium passe par plusieurs étapes de purification. Première étape, éliminer les grosses inclusions mécaniquement. On fait passer l'aluminium fondu à travers des filtres spéciaux qui retiennent les particules solides. Ensuite, on le purifie dans des fours de traitement en ajoutant des réactifs chimiques spécifiques qui vont attraper les impuretés restantes. Ces réactifs réagissent avec les impuretés pour former un laitier léger, une sorte d'écume qui flotte à la surface du métal fondu et qu'on enlève ensuite. Deuxième étape, le dégazage. Dans l'aluminium fondu, il peut rester des gaz dissous, comme de l'hydrogène, qui créent des bulles, des porosités, et nuisent à la structure du métal. Pour virer ces gaz, on fait barboter des gaz inertes, comme l'argon, à travers le métal liquide, ou alors on met le bain sous vide. Ce processus assure une structure bien homogène et augmente la résistance du matériau. Dernière étape de purification, le traitement électromagnétique. L'aluminium fondu est soumis à un champ magnétique qui aide à répartir uniformément les particules et améliore encore la qualité du métal. L'aluminium qu'on obtient à la fin est d'une grande pureté, généralement supérieure à 99%, ce qui le rend apte aux applications les plus exigeantes, comme l'aéronautique ou la fabrication de composants électroniques. Avant la fusion proprement dite, l'aluminium, qu'il soit neuf ou recyclé, est nettoyé de ses impuretés et saletés pour garantir la meilleure qualité possible du produit final. Le métal est chargé dans un four où il est chauffé progressivement jusqu'à devenir liquide. C'est important que le chauffage soit uniforme pour assurer l'homogénéité du métal et éviter la formation de films d'oxyde à la surface. La température de fusion de ce métal, c'est 660 degrés Celsius. Pour ça, on utilise généralement des fours à induction ou à gaz. Ça dépend des besoins et de la taille de l'usine. Pendant la fusion, on fait super gaffe à la sécurité. L'aluminium réagit facilement avec l'oxygène de l'air, formant une couche d'oxyde qui peut altérer ses propriétés. Donc, pour protéger le métal fondu de l'air ambiant, on utilise souvent des gaz inertes, comme l'argon, qui créent une atmosphère protectrice dans la chambre de fusion. Ça permet de minimiser les pertes de métal et d'améliorer sa qualité. Malin! Une fois que l'aluminium est complètement liquide, on le maintient à cette température jusqu'au moment de l'utiliser pour le coulage ou d'autres étapes de transformation. Le métal fondu est ensuite versé dans des moules pour créer des lingots qui serviront pour des opérations ultérieures, comme l'extrusion, le laminage ou la fabrication de pièces moulées. Le formage, ou moulage, c'est l'étape où l'aluminium fondu prend sa forme définitive en étant versé dans des moules spécialement préparés. Le type de moule dépend de la pièce qu'on veut fabriquer. Ça peut être un moule en sable, un moule métallique, appelé coquille, ou un moule en graphite. Chacun a ses avantages et ses spécificités. Les moules en sable sont les plus utilisés pour fabriquer des pièces grandes et complexes, ou pour des petites séries. On mélange du sable avec des liants pour créer un moule capable de résister aux températures élevées du métal fondu.
Les pièces coulées comme ça ont une surface assez rugueuse qui demande souvent une finition supplémentaire. Les moules métalliques, ou coquilles, sont faits en métal, comme l'acier ou la fonte, et servent à produire un grand nombre de pièces identiques. Ils garantissent une grande précision et une surface lisse au produit fini. C'est idéal pour les pièces utilisées dans l'automobile ou l'aéronautique par exemple. Les moules en graphite, eux, sont utilisés pour fabriquer des pièces qui exigent une précision extrême ou une géométrie très complexe, comme dans l'électronique ou pour des composants spéciaux. Le graphite conduit mal la chaleur, ce qui permet de contrôler très finement la vitesse de refroidissement du métal. Chaque année dans le monde, plus de 2000 missiles de croisière sont lancés. Mais un seul peut voler à 50 mètres d'altitude, se faufiler sous les radars, parcourir plus de 1600 km et frapper sa cible avec une précision chirurgicale. Son nom ? Tomahawk. Mais comment conçoit-on une machine de mort qui pense, voit, décide et ne se trompe jamais ? Aujourd'hui, on va entrer dans les laboratoires et les ateliers de pointe où naît chaque composant de ce missile. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras un secret que même les manuels militaires ne racontent pas. Et toi, tu sais si ton pays fabrique des missiles de croisière ? Écris-le en commentaire. La conception du Tomahawk, c'est une symphonie de formules, de vecteurs et de calculs. Les ingénieurs ne dessinent pas juste un fuselage. Ils résolvent des équations qui doivent traverser l'air au centimètre près. Chaque surface, chaque courbe, chaque ouverture de tuyère est modélisée dans des logiciels de conception assistés par ordinateur, testés en simulation aérodynamique. Objectif : créer un corps capable de parcourir plus de 1600 km, tout en restant presque invisible au radar, et parfaitement stable à 30 ou 50 mètres du sol. Ce n'est pas juste un missile, c'est un petit avion de reconnaissance, en mission suicide. Dans les simulateurs numériques, on teste la force du vent, la résistance à 880 km/h, l'effet de la pluie, de la poussière, du sel marin. On vérifie même comment la navigation réagit en cas de brouillage ou de redémarrage du système embarqué. Une seule erreur, et au lieu de toucher sa cible, le missile frappe une grange au milieu de nulle part. Toutes les pièces, fuselage, électronique, cœur du système, tiennent dans un cylindre de presque 6 mètres de long et un demi-mètre de diamètre. C'est un art à part entière, emballer la mort, avec élégance. Ce n'est qu'après des dizaines de simulations et de lancements virtuels que la fusée passe à la fabrication réelle. Les plans sont alors transmis aux usines, avec équipement de précision et climat strictement contrôlé. Pas le droit à la moindre fissure, ni même un micron de trop. Le corps du missile, un tube de plus de 5 mètres et demi de long, un peu plus d'un demi-mètre de large, est assemblé par section, à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, parfois enrichis de titane. C'est une structure aérodynamique parfaitement calibrée, conçue pour résister aux vibrations, à la pression de l'air, aux changements de température et même aux explosions proches. Les pièces sont découpées au laser ou par jet d'eau avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Ensuite vient la mise en forme. D'énormes presses hydrauliques plient le métal comme s'il était du tissu. La soudure se fait dans une atmosphère inerte, souvent par des bras robotisés, pour éviter toute particule d'oxygène ou de poussière. Tout se déroule dans des cabines isolées, à température et humidité parfaitement stables. Les techniciens contrôlent chaque heure les micro-fissures par ultrasons, polissent les jonctions, appliquent des revêtements anti-corrosion. Même l'inscription Tomahawk est posée à ce stade,
Non pas pour faire joli, mais pour marquer le numéro de version, de lot, l'historique du missile. Le moteur? Un turboréacteur compact, le Williams F-107, semblable à celui d'un petit avion, mais conçu pour une précision extrême et une manœuvrabilité hors norme. Pour le construire, il faut des matériaux capables de résister à 1000 degrés Celsius et des machines opérant au millimètre près. Les pales de turbine sont faites d'alliage de nickel, dans une forme qui tient plus de la sculpture que de la pièce industrielle. Elles sont moulées en fonderie de précision, puis polies jusqu'au miroir, pour minimiser la résistance de l'air. Le compresseur et la chambre de combustion sont une mosaïque complexe. Bagues, joints, carters. Chaque pièce est testée pour son étanchéité, car un minuscule défaut, et le missile ne décolle même pas. La tuyère est en alliage thermorésistant, conçu pour supporter les flammes, sans se déformer. Sa forme est calculée pour offrir un maximum de poussée, avec un minimum de carburant. Le montage du moteur se fait en salle blanche, comme en laboratoire. Technicien en combinaison stérile, température contrôlée, humidité stable, chaque geste est mesuré. Une fois monté, chaque moteur est testé individuellement dans une chambre spéciale. On y injecte du carburant aéronautique, on lance la séquence et le moteur simule un vrai vol, sauf qu'il reste fixé sur une dalle bardée de capteurs. Les tests durent plusieurs heures. On contrôle la stabilité des tours, la température de la tuyère, la consommation de carburant, les vibrations, même le bruit. Car oui, le son pourrait trahir la position du missile en vol. Et seulement lorsque le moteur a chanté en hangar, on l'installe dans le corps du Tomahawk. C'est comme si on lui insufflait la vie, chaude, bruyante, mais maîtrisée à la goutte près. Le fuselage est prêt, le moteur en place. Mais le missile, lui, n'est pas encore vivant. Il ne sait encore rien. Il faut l'éveiller. À l'intérieur, un véritable cerveau. Microprocesseur, capteur, antenne, mémoire. Lorsqu'on l'assemble, tout ça est silencieux. Mais dès qu'elle reçoit sa première impulsion électrique, la machine se réveille. Sa navigation est un ensemble de systèmes combinés. Des capteurs inertiels gardent le cap, même en cas de coupure totale. Le système de géolocalisation corrige la trajectoire sur des centaines de kilomètres. Mais surtout, elle voit. Des caméras analysent le relief. Chaque colline, ravin, pont est comparée à la carte en mémoire. S'il y a une forêt là où il devrait y avoir un champ, elle comprend que quelque chose cloche. Et elle décide. Le système de pilotage, c'est un réseau nerveux. Souple, réactif, précis. Les petits gouvernes et stabilisateurs ajustent chaque angle, chaque montée. Ils ne voient qu'elle, pas la route. Mais ils savent comment voler, comme un funambule dans le noir, sans filet. Et enfin, le plus important, ce qui transforme un bijou d'ingénierie en arme, sa charge explosive. À l'extérieur, un simple cylindre. Mais à l'intérieur, un explosif capable de percer du béton, de détruire des blindés, de pulvériser des abris. On le fabrique à part, en environnement stérile. Aucune étincelle, aucun électron libre. Tout est froid, calme, maîtrisé. Ici, on ne corrige pas les erreurs. On les empêche. Avant l'assemblage final, chaque composant est contrôlé. Rayon X, vibration, électronique. Puis vient le montage. Silencieux. Lent. Comme si quelqu'un assemblait une vieille horloge qui ne sonnera qu'une seule fois. Et quand tout est prêt, le missile repose dans son conteneur. Il ne clignote pas. Il ne fait pas de bruit. Il attend.
Son vol est encore à venir. Mais lui est déjà prêt. Chaque heure, des centaines d'avions décollent dans le monde. Mais un seul d'entre eux reste invisible, même pour les radars les plus puissants. C'est le B-2 Spirit, un appareil qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais qui existe bel et bien. Imagine, un poids équivalent à celui d'un char d'assaut, une envergure comparable à un terrain de football, et un fuselage fait de matériaux qui n'émettent aucun signal. Comment construire une machine qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qu'on ne peut presque jamais abattre? Et surtout, quel secret cache sa peau? Regarde jusqu'à la fin, et tu apprendras ce que même les rapports militaires ne disent pas. Tout commence par le choix des matériaux. Et là, c'est de la science spatiale. Pour son fuselage, on n'utilise pas de métal classique comme sur les vieux avions, mais des composites, du titane et des alliages d'aluminium. Les composites sont des sortes de sandwichs multicouches à base de fibres et de résine, plus légers que l'acier, mais beaucoup plus résistants. Grâce à ces matériaux, l'avion supporte des contraintes énormes, tout en restant presque invisible au radar. Les ondes radio se perdent littéralement dans les couches du composite sans jamais revenir. Imagine, le B-2 fait presque 21 mètres de long et plus de 52 mètres d'envergure, comme un terrain de football, mais noir et silencieux. Sa hauteur atteint environ 5 mètres et la surface de ses ailes couvre près de 460 mètres carrés. Le poids à vide du B-2 dépasse 71 tonnes et sa masse maximale au décollage atteint 171 000 kg. Et malgré ses dimensions, il semble élégant, car sa forme est purement aérodynamique. Pas de saillies inutiles, tout est fluide, comme dans la nature. Chaque pièce est fabriquée avec une précision d'orfèvre. Le titane et l'aluminium sont utilisés dans les zones critiques, comme les fixations des moteurs ou du train d'atterrissage, tandis que les composites recouvrent presque toute la surface. Ils sont à la fois légers et responsables de l'effet furtif. D'ailleurs, le revêtement spécial du fuselage ne se contente pas d'absorber les ondes radio. Il protège aussi l'avion contre les températures extrêmes à plus de 15 000 mètres d'altitude. La fabrication commence par la découpe laser de grandes plaques de composite, puis leur mise en forme sous presse pour leur donner la courbure souhaitée. Ensuite vient un traitement en plusieurs étapes. Ponçage, contrôle qualité, application de couches spéciales. Chaque millimètre est scanné au laser pour détecter la moindre fissure ou imperfection. C'est de la haute technologie. Robots et humains collaborent pour créer une véritable œuvre d'ingénierie. Grâce à ces matériaux et à ces procédés, le B-2 peut parcourir des milliers de kilomètres tout en restant invisible, aussi bien pour les radars que pour les caméras thermiques. Rien n'est laissé au hasard. Chaque courbe du fuselage, chaque ligne des ailes est le fruit de milliers d'heures de calculs et de tests. Les ingénieurs dessinent littéralement l'avion dans l'air pour qu'il se fonde dans le ciel. Aucune arête vive, aucun angle saillant, seulement des lignes douces qui dispersent les ondes radar dans toutes les directions. C'est justement cette forme qui donne au B-2 son allure futuriste. Il ne semble pas lutter contre l'air, mais en faire partie. Chaque élément, même le plus petit, est modélisé par des superordinateurs pour maximiser sa discrétion. Imagine, même les rivets et les joints sont dissimulés pour ne pas créer de reflets au radar. Et il y a une arme secrète, la peinture.
Ce n'est pas juste une couche noire mate, mais un revêtement multicouche qui absorbe les ondes radar sans les réfléchir. Voilà pourquoi même les radars les plus puissants perçoivent le B2 comme un point minuscule. Ou pas du tout. L'assemblage du B2 Spirit a lieu dans des hangars gigantesques, sous très haute sécurité. Seuls quelques privilégiés peuvent y accéder. Dans ces ateliers règne la discrétion et l'innovation. Les humains et les robots travaillent comme une seule équipe. Les robots manipulent les énormes sections, pendant que les ingénieurs montent les petits composants à la main. Le fuselage est assemblé morceau par morceau, comme un puzzle géant en 3 dimensions. Chaque raccord est contrôlé au laser. Tout cela ressemble à une scène de film de science-fiction. Grue colossale, scanner laser, ingénieurs en combinaison, robots ultra précis. Jour après jour, l'avion prend forme, redéfinissant les règles du jeu aérien. Et puis vient le cœur du B2 Spirit, ses moteurs. Il en a 4, montés d'une manière unique pour améliorer sa furtivité. Les moteurs ne sont pas fixés à l'extérieur, comme sur les avions classiques, mais intégrés dans le fuselage. Cela rend le profil plus lisse et réduit les signatures thermiques. Le secret réside dans les gaz d'échappement. Habituellement visibles aux capteurs infrarouges, ici, ils passent par de longs conduits internes. Ces gaz sont refroidis, mélangés à de l'air froid, puis expulsés. Résultat, même les caméras thermiques les plus modernes ne détectent qu'une faible ombre dans le ciel. Ce système d'échappement est l'un des piliers de la furtivité du B2. La cabine est insonorisée, isolée thermiquement et parfaitement étanche à la lumière. Le confort y est total, même lors de missions longues. Les ingénieurs utilisent des composites ultra résistants pour former la coque de la cabine, protégeant l'équipage des bruits, des chocs thermiques et même des radiations. Par-dessus cette structure, on ajoute plusieurs couches d'isolant pour garantir un silence et un confort constant, même lorsque les moteurs hurlent à l'extérieur. Au centre de la cabine, on installe 2 sièges côte à côte, comme dans une voiture de sport. Les fauteuils sont rembourrés mais robustes, réglables à souhait pour garantir le confort pendant de longues heures. Devant chaque pilote, un immense écran numérique. Tout est à portée de main. Écran tactile, joystick, boutons avec textures distinctes pour être identifiables sans les voir. Autour, les panneaux de commande s'enchaînent sans rupture, comme des vagues fluides. Chaque touche a un clic bien défini. Chaque affichage est clair, lumineux et lisible. Un espace de repos est prévu. Lit pliant, coin repas, même une petite toilette. C'est un cocon où se détendre, pendant que l'autre pilote prend le relais. Tout est pensé pour que l'équipage reste concentré et endurant, même lors des missions de plus de 24 heures. Une fois la cabine terminée, elle est recouverte d'un revêtement spécial, protégeant contre les températures extrêmes, du froid glacial à la chaleur brûlante. Chaque joint est scellé. Aucune fuite d'air, aucun bruit parasite. Juste un silence de mission, dans l'un des avions les plus mystérieux jamais construits. Chaque année, plus de 150 millions de mètres cubes de contreplaqué sont produits dans le monde, assez pour faire plusieurs fois le tour de la Terre avec un train longeant l'équateur. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment, à partir d'une grume brute, naît une feuille parfaitement lisse qui deviendra une partie de votre table ou de votre bateau? Ce processus ressemble au déroulement magique d'un rouleau de bois, et il cache plus de mystère qu'il n'y paraît.
Attendez la fin, car c'est là que nous vous montrerons une étape secrète dont on ne parle même pas lors des visites guidées et qui change à jamais votre vision du travail du bois. Tout commence en forêt, où l'on sélectionne les meilleurs spécimens pour la production de contreplaqué. Il faut des troncs parfaitement droits, cylindriques, sans trop de nœuds ni de défauts, principalement du bouleau, de l'aulne, du pin ou d'autres essences. Après leur livraison à l'usine, les grumes subissent une première étape de préparation très importante, le traitement hydrothermal. Elles sont immergées dans d'immenses bassins d'eau chaude, où elles passent plusieurs heures, parfois même une journée entière. Ce véritable spa pour grumes a un but purement pratique. L'eau chaude ramollit le bois, le rendant plus plastique et plus souple. Sans cela, la suite du traitement serait impossible, car le bois froid s'effriterait et se briserait simplement. Après ce bain, les grumes sont acheminées vers une ligne où on les écorce. Des machines spéciales nettoient le tronc rapidement et efficacement, laissant une surface lisse et claire. Ensuite, les grumes sont débitées en billons de longueur standard, prêtes pour l'étape principale de leur transformation. Le cœur de tout le processus de fabrication du contreplaqué, c'est la dérouleuse. C'est ici que se produit quelque chose d'incroyable, qui contredit notre perception habituelle du travail du bois. La grume préparée, serrée aux deux extrémités, se met à tourner à une vitesse vertigineuse autour de son axe. Un long couteau, affûté comme une lame de rasoir et installé parallèlement à l'axe de rotation, s'approche lentement. En pénétrant dans le bois, il ne commence pas à enlever des copeaux, mais une bande continue et ininterrompue d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est comme si on déroulait un rouleau géant d'essuie-tout. La machine déroule littéralement le tronc, tel un parchemin ancien, transformant un cylindre volumineux en une bande plate et longue. Cette bande s'appelle le plaquage. La longue feuille de plaquage avance sur un convoyeur, où des cisailles géantes la découpent en feuilles de taille standard. De la grume, il ne reste qu'un fin cylindre central, appelé le crayon, qui sera ensuite utilisé pour d'autres besoins. Le plaquage fraîchement déroulé est gorgé d'humidité, ce qui est l'ennemi de la solidité et de la stabilité du futur contreplaqué. L'étape suivante, obligatoire, est donc le séchage. Les feuilles de plaquage sont introduites dans de longs séchoirs à plusieurs niveaux. À l'intérieur, comme sur les étagères d'une armoire géante, les feuilles avancent lentement sur un convoyeur, tandis que de l'air chaud les souffle intensément de tous côtés. La température et la vitesse de l'air sont rigoureusement contrôlées pour sécher le plaquage de manière uniforme et éviter qu'il ne se fissure ou ne se déforme. En quelques minutes, les feuilles humides et flexibles deviennent des pièces légères, un peu cassantes et parfaitement sèches, prêtes pour le collage. À cette étape, les feuilles de plaquage séchées sont triées par qualité. Elles passent ensuite dans une encolleuse. Des rouleaux spéciaux, immergés dans un bain de colle synthétique, généralement à base de résine, phénol formaldéhyde ou urée formaldéhyde, appliquent sur une face d'une feuille sur deux un film uniforme et collant. Ensuite commence le processus de formation du paquet. On pose une feuille de plaquage sèche sur une table. Par-dessus, on place une feuille enduite de colle. Et c'est ici que réside le grand secret. Chaque feuille de plaquage suivante est posée de manière à ce que la direction de ses fibres soit perpendiculaire à celle de la précédente.
Si les fibres de la première feuille sont dans le sens de la longueur, celles de la deuxième sont dans le sens de la largeur, celles de la troisième à nouveau dans la longueur, et ainsi de suite. Cette structure croisée est la clé de la résistance du contreplaqué. Elle paralyse la tendance naturelle du bois à se fendre le long des fibres et répartit la charge uniformément sur toute la surface de la feuille. C'est précisément pour cette raison que le contreplaqué est aussi résistant dans toutes les directions. Le nombre de couches dans un paquet est toujours impair, afin que la structure soit symétrique et que les couches extérieures aient la même orientation de fibres. Les paquets de plaquage ainsi formés sont acheminés vers la section la plus puissante de la production, la presse à chaud. C'est une structure colossale à plusieurs étages, entre les plateaux de laquelle on charge simultanément plusieurs dizaines de futures feuilles de contreplaqué. Lorsque la presse est chargée, les plateaux commencent à se rapprocher. Avec une force énorme, atteignant des dizaines de kilogrammes par centimètre carré, les plateaux comprimant les paquets de plaquage, les transformant en blocs denses et fins. Simultanément, les plateaux sont chauffés à une température de 150 degrés Celsius. Sous l'effet de la haute pression et de la température, la colle se polymérise, pénétrant dans les pores du bois et liant les couches de manière indissociable en un monolithe incroyablement résistant. Le processus de pressage dure quelques minutes, après quoi naît le panneau de contreplaqué fini. Les panneaux de contreplaqué, encore chauds, sortent de la presse et sont empilés pour un refroidissement progressif. C'est important pour éviter les tensions internes dans le matériau. Après refroidissement, les panneaux subissent une finition finale. De puissantes scies circulaires équarristent les bords, donnant aux panneaux des dimensions géométriques précises. Vient ensuite le tour du ponçage. Les panneaux passent dans des ponceuses à bandes abrasives continues, qui rendent leur surface parfaitement lisse et plane. Après cela, chaque panneau subit un contrôle qualité rigoureux. Les inspecteurs l'examinent à la recherche de défauts, délaminage, nœuds, fissures, taches de colle. Selon la qualité de sa surface, le contreplaqué se voit attribuer une certaine classe et un marquage correspondant est appliqué. Les piles de contreplaqué finies, triées et emballées sont envoyées à l'entrepôt pour devenir ensuite des meubles, des maisons, des navires et d'innombrables autres constructions, démontrant au monde entier comment l'intelligence humaine peut perfectionner la nature elle-même. L'échelle mondiale de la production est également impressionnante. Chaque année, plus de 150 millions de mètres cubes de contreplaqué sont produits dans le monde. Si l'on chargeait toute cette quantité dans des wagons de chemin de fer, le train ainsi formé ferait plusieurs fois le tour de notre planète le long de l'équateur. Le crayon, qui reste après le déroulage du plaquage, est un exemple frappant de la manière dont la production moderne vise le zéro déchet. Ce n'est pas un déchet, mais une matière première précieuse, pour laquelle il existe plusieurs voies de valorisation bien définies. Son destin dépend de son épaisseur et de la qualité du bois. Si le cylindre est suffisamment massif, il est envoyé sur une ligne de sciage où il trouve une seconde vie sous forme de bois d'œuvre. On en découpe de petites planches et des tasseaux, parfaits pour créer les structures invisibles mais robustes des canapés et des fauteuils, les pieds de chaises, les éléments de lit d'enfants ou les palettes en bois. Chaque jour, des milliards de personnes dans le monde prennent un stylo à billes, sans penser à la merveille technologique qui rend leur écriture possible. À l'intérieur du corps ordinaire d'un stylo se cache une minuscule sphère métallique de seulement 0,7 à 1,2 mm de diamètre, si petite qu'elle pourrait facilement se perdre parmi les miettes sur une table. Mais cette petite bille est le résultat d'une des technologies les plus précises au monde. Un processus si complexe que seules quelques usines sur la planète peuvent se les produire avec la qualité requise.
Imaginez un peu. Pour que cette bille écrive parfaitement, sa sphéricité doit être précise à un demi-micron près. C'est 200 fois plus fin qu'un cheveu humain. La moindre petite irrégularité transformerait une écriture fluide en de douloureuses rayures sur le papier. Alors, comment crée-t-on cette perfection miniature? Tout commence par le choix du matériau. Les meilleures billes sont fabriquées en carbure de tungstène, un matériau 10 fois plus dur que l'acier. Ce métal est si dense qu'un centimètre cube pèse près de 16 grammes, plus que le plomb. C'est cette dureté extraordinaire qui permet à la bille de résister à des millions de rotations sans s'user. La production débute avec une poudre de carbure de tungstène dont les particules mesurent environ 1 micron. Pour obtenir la matière première, la wolframite ou la schellite, on la broie, on la lave et on l'enrichit. Ensuite, ce concentré est dissous dans une solution alcaline ou saline. On y ajoute des substances pour la précipitation. On filtre, on rince, on sèche. Et après toutes ces manipulations, on obtient une poudre de tungstène métallique grise. Cette poudre est mélangée à du cobalt, qui sert de liant. La proportion est d'une importance capitale. 94% de carbure de tungstène et 6% de cobalt. Un écart d'un seul dixième de pourcent peut ruiner tout un lot. L'étape suivante est le pressage. Sous une pression de 150 mégapascales, soit 1500 fois la pression atmosphérique, le mélange est compacté en petits cylindres d'environ 2 mm de diamètre. Ces ébauches ressemblent à de minuscules comprimés, mais elles sont encore extrêmement fragiles et peuvent se désagréger au moindre contact. La véritable transformation a lieu dans le four de frittage. À une température de 1420 degrés Celsius, plus chaud que la lave d'un volcan, les particules de poudre fusionnent pour former un matériau solide et incroyablement dur. Le processus dure 6 heures sous une atmosphère d'hydrogène pour empêcher l'oxydation. Les pièces sortent du four d'un gris foncé, réduites de 20% en taille, mais avec une densité de 14,9 grammes par centimètre cube. Maintenant commence la partie la plus complexe, la création d'une sphère parfaite. D'abord, les cylindres sont découpés en cubes précis d'1 mm de côté. Ensuite, ces cubes sont placés dans des machines spéciales où 2 disques en matériaux ultra durs tournent l'un contre l'autre à une vitesse de 200 tours par minute. Entre eux, des centaines de petits cubes qui s'usent progressivement et prennent une forme arrondie. La première approche de la sphère prend 4 heures. La bille est déjà presque ronde, mais ce n'est que le début. Elle passe ensuite au polissage de précision sur des disques diamantés. Ici, chaque bille est traitée individuellement, tour après tour, jusqu'à ce que son diamètre atteigne la taille exacte spécifiée, avec un écart ne dépassant pas 2,5 microns. Le contrôle qualité est d'une perfection impressionnante. Chaque bille est vérifiée par des instruments laser qui mesurent des milliers de points sur sa surface. La sphéricité, la finesse, le diamètre, tout doit répondre à des normes strictes. La moindre petite bosse ou creux entraîne le rejet. Les statistiques de production sont stupéfiantes. Une usine moderne peut produire jusqu'à 50 millions de billes par mois. La vitesse de traitement aux étapes finales atteint 2000 billes par minute. Et le taux de rebut est inférieur à 1/100 de pourcent, ce qui signifie que sur 1 million de billes, moins de 100 sont rejetées. Il est intéressant de noter que les plus grands producteurs de billes se trouvent en Suisse et au Japon, des pays réputés pour leur ingénierie de précision. L'entreprise suisse Caran d'Ache produit des billes si précises qu'elles sont utilisées non seulement pour les stylos, mais aussi dans l'industrie aérospatiale et les instruments médicaux. Après leur fabrication, les billes arrivent dans les ateliers d'assemblage, où elles sont montées dans les pointes d'écriture. Ici, elles sont placées dans une douille métallique d'un diamètre à peine supérieur à 1 mm. Un jeu de seulement 5/100 de millimètre assure une rotation libre tout en empêchant l'encre de fuir. L'ajustement est si précis que la bille peut tourner au moindre contact, mais ne tombera jamais. La bille moyenne d'un stylo à bille peut tracer une ligne de 2 à 3 km de long.
Vous imaginez? Cela représente environ 50 000 mots ou 200 pages de texte. Au cours de son cycle de vie, elle effectuera plus de 15 millions de rotations, en ne s'usant que de quelques nanomètres. La technologie de production des billes est si complexe et coûteuse que de nombreux fabricants de stylos achètent simplement des billes prêtes à l'emploi auprès d'entreprises spécialisées. Le cycle complet, de la poudre à la bille finie, coûte environ 3 millièmes d'euros par pièce, mais les investissements en équipement se chiffrent en dizaines de millions d'euros. C'est pourquoi il n'existe qu'une vingtaine d'usines dans le monde capables de produire des billes de la plus haute qualité. La prochaine fois que vous prendrez un stylo à billes, pensez à cette minuscule perfection d'ingénierie à l'intérieur. Car derrière chaque ligne que vous écrivez, il y a des mois de développement, des heures d'usinage de précision et les technologies les plus avancées de l'humanité. Le Japon est un leader dans la production de billes en carbure de tungstène, qui ne s'usent pas pendant des années. Les billes japonaises sont même utilisées dans les stylos européens de luxe. L'entreprise suisse Precibal est spécialisée dans les pièces microsphériques, notamment les billes pour les stylos haut de gamme. Elle est réputée pour son contrôle qualité. Chaque bille est vérifiée pour sa forme et sa précision. La Chine produit la plus grande quantité de billes métalliques moins chères, en acier ou chromé, pour le marché de masse. Souvent, les billes chinoises sont achetées par d'autres pays pour assembler des stylos bon marché sous leur propre marque. Jetons un coup d'œil à leurs ateliers de production. D'énormes fils métalliques, en acier inoxydable ou à faible teneur en carbone, sont introduits dans des machines automatiques. Là, des lames spéciales coupent rythmiquement des morceaux identiques, semblables à de minuscules cylindres. Ce crissement métallique monotone, c'est comme le pouls de la production. Encore informe, ces ébauches portent déjà en elles la future sphère. Les cylindres passent sous des presses à estamper qui, en quelques frappes, leur donnent la forme de billes brutes. Ce n'est pas encore une sphère parfaite, plutôt une boule froissée. Sa surface est rugueuse, striée, et elle roule plus qu'elle n'écrit. Ensuite, d'énormes plateaux rotatifs, entre lesquels les billes tournent pendant des heures. Avec un grincement, elles sont rectifiées, usant l'excès de métal. C'est un processus brutal, où l'acier perd tout son superflu pour devenir quelque chose de plus grand. À ce stade, les billes se ressemblent déjà. Elles brillent, roulent sans à-coups, mais ne sont pas encore parfaites. Et en fait, à partir de là, le processus ne diffère en rien de la production des billes en tungstène. Chaque seconde, dans le monde, plus de 300 mètres de fils émaillés voient le jour. C'est assez pour entourer un gratte-ciel, et il en resterait encore pour un transformateur. Mais tout ne commence pas dans un entrepôt ou un laboratoire, mais avec une tige lourde et brute, un crayon de cuivre de 45 kg. On l'étire, on la presse, on la cuit, et on la recouvre de couches microscopiques d'émail à une température de 500 degrés. Ce n'est pas juste de la production, c'est une bataille pour l'endurance, la flexibilité et la conductivité. Aujourd'hui, tu vas voir comment se forme le système nerveux du monde moderne, le fil qui transporte le courant, fait tourner les machines et construit l'avenir. Tout ne commence pas par de l'éclat, mais par du brut, une tige de cuivre grossière, épaisse comme un crayon, lourde comme un haltère, 8 mm de diamètre, plus de 45 kg. Mais elle est destinée à devenir un conducteur fin et flexible, presque un cheveu, capable de supporter la tension et le temps. Pour y arriver, on étire la tige à travers une série de trous en acier, appelée filière. C'est une machine à tréfiler, une machine qui ressemble à une bête musclée, qui tire le cuivre avec une telle force que le métal commence à changer de nature. À chaque filière, le fil devient plus fin et plus long, comme un souvenir qui s'étire dans le temps. La température monte. Le frottement est dingue. Sans refroidissement,
le cuivre se mettrait simplement à bouillir. Alors, le fil est constamment arrosé d'eau ou de lubrifiant. Le bruit dans l'atelier est tel qu'on a l'impression d'être tombé dans la gorge d'un géant. Mais c'est précisément ici que se forme le cœur de n'importe quel moteur, transformateur ou bobine. C'est ici que tout se joue. Le fil sera-t-il dur et cassant ou flexible et résistant? Car le vrai fil, ce n'est pas celui qui brille, c'est celui qui a tenu bon. Après que le fil de cuivre a survécu à la presse de tréfilage, il reste un peu traumatisé. Il y a en lui une fatigue microscopique, une tension interne, une fragilité. Il est tendu à l'extrême, comme les nerfs pendant une deadline. Si on laissait les choses en l'état, il se casserait au moment le plus crucial. Alors, on l'envoie dans un four de recuit, un long tunnel chaud à travers lequel le fil passe, comme au purgatoire. À l'intérieur, près de 400 degrés Celsius. Une chaleur de folie. Le four fonctionne à l'hydrogène ou avec un gaz inerte pour que le cuivre ne s'oxyde pas. Car il suffirait que l'air le touche dans cet état et une couche terne et impardonnable apparaîtrait sur sa surface brillante. Le fil est chauffé jusqu'à devenir mou, jusqu'à cette limite où la structure du métal change et toutes les cassures, fragiles au niveau moléculaire, disparaissent. Le cuivre devient malléable, comme une pâte bien pétrie. Il est de nouveau prêt à se plier, à s'enrouler, à transmettre de l'énergie. L'opérateur près du four surveille la température, comme un grand-père surveille sa soupe. Avec attention, sans se presser. Il le sait. Ici, on ne peut pas trop cuire. Et on ne peut pas sous-cuire non plus. Tu te souviens de ce moment dans les films, quand le héros enfile son armure avant le combat final? C'est exactement ça. Le cuivre a passé l'épreuve de la pression et du feu. Et maintenant, il est temps de le rendre isolé, mais pas enfermé. Protégé, mais conducteur. L'émail entre en scène. Ce n'est pas l'émail des casseroles. C'est un vernis spécial, transparent, fin comme un souffle, mais solide comme le roc. Sa formule, c'est le secret de l'usine. Des polymères thermorésistants qui peuvent supporter la chaleur, le froid, le courant et le temps. Le processus commence par un bain ou une buse, où le fil de cuivre passe à travers l'émail liquide. Vite, instantanément, sans s'arrêter. Ensuite, le four. Un autre. Cette fois, pas pour nettoyer, mais pour cuire le revêtement. Température, près de 500 degrés. L'émail se polymérise, c'est-à-dire qu'il se transforme littéralement de liquide en un revêtement protecteur solide. Microscopique, mais fiable. Mais une seule couche, ça ne suffit pas. On répète le processus. Encore un bain, encore un four. Et encore. Jusqu'à 15 fois, jusqu'à ce que la couche soit parfaite, sans coulure, sans bulle. Et pendant tout ce temps, le fil se déplace à une vitesse de 50 km/h. C'est comme enrouler du fil sur une bobine à bord d'une Formule 1. Les opérateurs sont devant leur pupitre de commande. Ils regardent des écrans avec une précision microscopique. Un seul reflet suspect, et le lot est défectueux. Un seul défaut microscopique, et le cuivre ne pourra pas supporter le courant dans le moteur d'un avion ou le chargeur d'une voiture électrique. C'est un travail d'orfèvre, mais pour des géants. Car le fil émaillé, ce n'est pas juste un conducteur, c'est le système nerveux du monde. Et chacune de ces couches, c'est comme une promesse que le courant arrivera là où il faut. On a donc un fil fin, parfaitement rond, avec une couche d'émail parfaite. Mais pour l'instant, l'émail, c'est juste du vernis. Il ne sait pas encore ce que c'est que l'endurance. Il est mou, vulnérable. Et le monde de l'électricité ne pardonne pas aux faibles.
Le fil entre dans les fours de traitement thermique. Ce sont des sortes de grille-pain géants, mais au lieu du pain, il y a du cuivre, et au lieu du fromage, des polymères. La température est d'environ 500 degrés. À l'intérieur, une atmosphère contrôlée à la molécule près, souvent de l'azote ou de l'hydrogène, pour empêcher l'émail de s'oxyder ou de changer de structure. Dans le four, l'émail se polymérise complètement. Il devient dur comme du verre, mais flexible. Il devient un bouclier qui ne se fissurera pas à l'enroulement. Il devient une gaine qui supporte la tension, comme un guerrier encaisse un coup. Le four, il est long. Le fil se déplace à travers lui en douceur, avec une précision mathématique. Sur chaque centimètre, son propre microclimat. Le système de contrôle vérifie la température, l'humidité, la vitesse de déplacement. Si on se trompe, ne serait-ce que sur un point, au lieu d'un superfil, on obtient une belle pellicule inutile. Il n'y a pas de fumée, mais il y a de la chaleur. Il n'y a pas de feu, mais il y a un four. Il n'y a pas de bruit, mais il y a de la tension, car c'est le moment même où tout se décide. Quand le fil sort du four, ce n'est plus juste du cuivre dans du vernis. Il est prêt. Prêt pour les bobines des moteurs, des transformateurs, des générateurs. Prêt à être le cœur de n'importe quelle machine qui respire l'électricité. Dès que le fil sort du four chaud, il brille littéralement. Pas au sens figuré, mais physiquement. Mais attendre simplement qu'il refroidisse, ce n'est pas notre méthode. Ici, tout est synchronisé, comme l'atterrissage d'une navette spatiale. On le fait passer immédiatement par des sections de refroidissement. Le plus souvent, un refroidissement à l'air ou à l'eau. Dans le premier cas, de puissants ventilateurs qui soufflent comme un ouragan. Dans le second, de fines douches d'eau qui enveloppent le fil, comme une brume matinale. Parfois, on utilise aussi un refroidissement à l'huile, si on a besoin d'une douceur particulière. Mais il y a une nuance. L'émail, après la polymérisation, est encore chaud et un peu fragile. On ne peut pas le choquer avec un changement de température brutal. C'est pourquoi la température et l'intensité du refroidissement sont super précises. C'est presque un processus méditatif. Réduire la chaleur, mais sans tuer l'esprit. Juste après le refroidissement, la lubrification. C'est comme la touche de brillance finale après le séchage des cheveux. Le fil passe à travers un bain d'huile microscopique ou un système de pulvérisation. Le lubrifiant réduit le frottement lors de l'enroulement, protège contre les rayures et ajoute ce brillant qu'on voit sur les bobines dans les usines. Tout est automatique, sans faux mouvement. Car la moindre négligence, et il faudra jeter le fil. Et ça peut représenter jusqu'à 16 km de fil sur une seule bobine. Des chariots automatiques ou des convoyeurs récupèrent les bobines de la ligne d'enroulement. Certaines entreprises utilisent des bras robotisés qui soulèvent la bobine délicatement, comme un chaton nouveau-né, même si elle pèse 135 kg.